مساء كل انت ناري ورهي جرود تكو انت شمر يا بودند نشمر بعد التفوق يا بودند نشمر بعد التفوق مساء كل انت ناري ورهي جرود تكو انت شمر يا بودند نشمر بعد التفوق شمر يا بودند نشمر بعد التفوق Bon, Lara Chigrouch, Azul, et nous sommes très très contents de vous retrouver et de reprendre l'activité avec vous à un moment où l'Azawad est confronté justement à une situation très 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 grave qu'il menace sérieusement. Voilà, donc heureux de vous retrouver. Heureux, c'est partagé. Donc, la première question, Lara, c'est, au fait, ça concerne cette histoire d'assassinat, d'enlèvement suivi d'assassinat de journalistes de RFI à Kidal, donc capitale de l'Azawad. Cet enlèvement et cet assassinat a été suivi d'une levée de bouclier de toute cette alliance anti-Azawad, anti-MNLA, anti-Touareg. On a vu dans toutes les rédactions, à travers tous les médias qui reprennent principalement l'AFP, les mots Touareg, les mots MNLA, mais justement, pourquoi? C'est pas pour c'est pas positif, c'est pour les mêler avec des arguments qui ne tiennent pas du tout la route, qui sont très légers, à cet assassinat odieux, à ce crapuleux assassinat auquel bien sûr les Touaregs ne sont pas habitués et qui ne fait pas partie de leur culture. Est-ce qu'on peut avoir votre point de vue, une explication de votre part de cet acharnement et de cette volonté de salir les Touaregs et le MNLA, notamment suite à cet assassinat crapuleux des deux journalistes français? Merci, Massine, de me permettre de m'exprimer sur cette question. D'abord, je me suis exprimé sur de nombreux plateaux, dans France 24 particulièrement, sur cet acharnement. Il y a quelque chose d'abord à dénoncer, cet assassinat barbare qui est contraire à la culture, à l'histoire et à l'imaginaire même des Touaregs. Deuxièmement, il y a quelque chose aussi à dénoncer, je l'ai dénoncé et je vais le dénoncer aujourd'hui même, cet acharnement anti-Touareg spécifiquement, mais au-delà des Touaregs, anti-Amazigh. D'abord, deux journalistes qui sont disposés à interroger un dirigeant du MNLA pour éventuellement prolonger et diffuser le point de vue du MLNA et se trouvent assassinés presque devant la porte de ce dirigeant-là. Parce qu'ils étaient d'abord kidnappés devant sa porte et puis à 10 km, ils étaient assassinés pas loin de Kidal, la capitale de l'Azawad. Une capitale, bien sûr, majoritairement ou massivement touareg. La question qui se pose est de manière neutre, et tous les journalistes et les médias et les forces politiques, les intellectuels, la question posée, qui a tué ces journalistes? Innocents. Innocents par leur métier et innocents parce qu'ils sont disposés, et c'est peut-être parmi les seuls journalistes qui sont disposés à interroger, à interviewer un dirigeant touareg. Donc, le sentiment que j'avais, moi, j'étais sur un plateau de télévision, bon, la question était réglée, c'est les Touaregs, ne cherchez pas à comprendre, probablement, pour certaines puissances, cette démarche semble masquer les véritables assassins. D'autres journalistes ou intellectuels, quel est leur intérêt? Si c'était la démarche de la France ou de l'Algérie, on peut à la limite comprendre, ils ne veulent pas être impliqués directement ou indirectement dans l'assassinat crapuleux de ces deux journalistes. Mais si c'est des intellectuels et des journalistes qui se lancent dans l'accusation des Touaregs, quel est leur intérêt?
Il y a eu donc une forme de coalition générale, médiatique, anti-Touareg. Pourquoi? Et quelles sont les possibilités? D'abord, avant de dire pourquoi, quels sont les scénarios? Personne n'a posé la question. Ça peut être du genre les islamistes, djihadistes, genre Al-Qaïda, Aqmi, Ansar al-Sharia, Ansar al-Din, quelle que soit la variété de l'islamisme militaire ou l'islamisme djihadiste. Personne n'a posé cette question-là, sachant qu'on peut imaginer tout simplement et facilement que c'est les islamistes de la branche Aqmi et consorts qui sont derrière cet assassinat. Parce que tout simplement, si on soulève la question des islamistes, d'Aqmi et consorts, on fera immédiatement le lien avec la libération des 4 otages français. Donc on se posera la question, peut-être la France n'a pas payé le rançon, ou peut-être la France n'a pas respecté son engagement lors de la transaction conduisant à la libération des islamistes. Ou peut-être la France a payé et les intermédiaires d'Ansar al-Din, ou peut-être d'autres intermédiaires, que sais-je, ont détourné ce rançon, détourné le rançon, et bien sûr, Aqmi se trouve acculée et elle se venge. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, personne ne s'est posé la question sur le rôle des milices noires, racistes, putschistes, dirigées par le capitaine Sanako. Il est parti où, ce capitaine? Ces milices sont partis où? Ils sont à Kidal également, ils sont dans les autres villes de l'Azouad. Ils sont partout. Personne n'a posé cette question, qui est une question absolument légitime, que les forces maliennes, racistes, putschistes, qui ont tué des milliers et des milliers de Touaregs, sur 50 ans, ils peuvent, bien sûr, la veille d'une élection législative, la veille de la mise en application d'un accord entre les Touaregs et Bako, c'est, bon, peut-être ils vont tirer profit en salissant davantage le mouvement national de libération de la Zouad. Personne ne s'est posé la question. Possible également que on peut se poser la question bête et méchante, si possible, le banditisme dans le Sahel, transsaharien, le banditisme dans le Sahel, peut éventuellement tirer avantage de cette affaire-là. Il suffit de kidnapper un occidental. Un occidental, financièrement et symboliquement, il coûte cher. On n'a cherché aucune piste. La seule piste qui a permis d'unifier, de constituer une coalition. J'avais l'impression qu'on allait combattre Saddam. Une coalition anti-Touareg, c'était facile, ça n'implique pas les États, ça n'implique pas les forces obscures, hein, les services secrets, également les djihadistes, les intermédiaires. Ça n'implique personne. Quand on attaque, on accuse les Touaregs. Le lendemain, 2 jours après, Aqmi annonce, revendique l'attentat. Et elle donne des détails d'une évidence parfaite. Ils les ont tués à 12 km de Kidal. Et c'est une brigade du Mourabitine, donc des Mourabitines, par allusion à l'empire, à une dynastie islamique qui a gouverné en Afrique du Nord. Il annonce, et bien sûr, dirigé par un chef qui s'appelle Hamada Ag Hama. On ne reprend pas son nom-là, on reprend un pseudonyme qui s'appelle Abdelkrim At-Targhi. Et on traduit le mot Targhi qui signifie Touareg. Et on dit voilà, c'est une brigade Touareg qui l'a tué. Donc on revient à la case de départ. Même si c'est Aqmi qui dit nous on a tué les journalistes, eux ils trouvent le moyen de dire que c'est Aqmi des Touaregs. Sachant que les Touaregs n'ont pas d'Aqmi. Aqmi c'est Aqmi. Donc la question, pour répondre un peu à la question que vous avez soulevée, pourquoi cet acharnement? À mon sens,
l'acharnement contre les Touaregs est d'une évidence simple et on ne cherche pas, parce qu'on peut la retrouver dans l'histoire des Touaregs et par extension dans l'histoire de Tamazra. C'est que les Touaregs soulèvent un gros problème de la libération de leur pays d'abord, l'émancipation de leur identité, et bien sûr, ils soulèvent une question de l'exercice d'une souveraineté à Bézir. Et ça, les États limitrophes, quel que soit l'État, de l'Algérie, en faisant le tour, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger et la Libye, et en remontant à la Tunisie, personne ne veut que la souveraineté à Bézir s'exerce clairement, paisiblement, calmement et bien sûr conformément au droit international. Parce que on accepte pour tous les pays du monde, pour tous les peuples, pour tous les soulèvements, on accepte l'application immédiate, sans discussion, d'un droit simple, l'autodétermination. Regardez, la tension entre l'Algérie et le Maroc, elle s'exerce et elle s'amplifie autour de, pas le droit à l'autodétermination, mais comment exercer ce droit. Le Maroc, il dit, bon d'accord, on exerce ce droit dans le cadre du royaume chérifien. Alger, elle dit, non, il s'exerce pleinement. Bien sûr, ça c'est pour le Sahara occidental. Le Sahara occidental. Ouais. Et ailleurs également, dans tous les pays du monde, c'est un droit sacré reconnu par les États signataires de la Charte des Nations Unies. Mais pourquoi on ne l'applique pas simplement, bêtement, mécaniquement dans le territoire de l'Azawad? Qu'on consulte la population de l'Azawad, et là, si le peuple de l'Azawad se prononce pour l'autodétermination, le problème est réglé. S'il se prononce contre l'autodétermination, le problème est réglé, et le MLNA peut rester tranquille dans ses loges. Donc, pour ce peuple-là, on refuse. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne veut pas donner l'exemple à l'ensemble des peuples qui partagent en commun l'histoire de la Mazérité. Il n'y a pas simplement l'Azawad, il y a la Libye, il y a l'Algérie, il y a la Tunisie, il y a le Maroc, il y a toutes les communautés et les peuples qui partagent en commun l'histoire de la Mazérité, la langue de la Mazérité, la civilisation de la Mazérité, seront par la suite concernés. Mais pourquoi la France, les pays limitrophes, refusent? Pourquoi? Ils refusent parce que tout simplement, il y a, à mon sens, une forme de haine presque exceptionnelle. Je n'exagère pas, je mesure mes mots, c'est une haine presque exceptionnelle, une haine de la Mazérité exceptionnelle, qui s'exerce sous deux formes, sous deux volets. Le premier volet, simple, dans tous les territoires d'Afrique du Nord, personne ne savait avant qu'il y avait un mouvement qui revendique l'émancipation, l'indépendance et la liberté pour le peuple touareg. Personne. Pas parce que les gens ne savent pas, parce qu'il y a une censure. C'est-à-dire, je vous hais par le silence. Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Et par extension, aujourd'hui même, regardez ce qui se passe en Libye, dans les territoires berbérophones, donc toute la partie ouest de la Libye, de Tripolitaine. Il y a des événements qui se déroulent d'une gravité exceptionnelle et d'une ampleur historique. Les berbères de cette région-là ont pris les armes et personne ont occupé des installations pétrolières et gazières, et vous ne trouvez, je défie quiconque qui relate, qui me trouve dans la presse internationale, reliée par les agences, ou par les télévisions, ou par les radios, des événements sur cette région-là. On parle uniquement quand la partie est, autour de Benghazi, certains djihadistes, certains islamistes ont pris le contrôle de certaines installations. C'est une forme de négation totale. Et donc, son explication, c'est quoi? Parce que tout simplement, ils savent que le phénomène islamiste est éphémère. C'est une fièvre, elle passe. Mais le phénomène d'émancipation à Mazir est un phénomène durable, qui a des racines millénaires. La fièvre
c'est une fièvre, si vous me permettez, Nassim, d'utiliser ce mot. S'il y a une fièvre, moi je dirais plutôt une fierté, si cette fierté amazigh se construit, elle n'est pas effaçable, elle n'est pas éphémère, elle est durable, elle va s'inscrire dans le temps. Donc la meilleure façon, quand c'est un phénomène durable, l'effacer, c'est par le silence. Ils pensent l'effacer, c'est par le silence. Et ce silence-là, tout ce qui touche à la majorité n'est jamais relié dans la presse, dans les médias, par les médias. Et c'est une forme qu'il faut dénoncer, c'est une forme de haine. La deuxième, qui est aussi grave, et qui s'apparente à la calomnie, au mépris, à l'insulte, donc c'est une forme de racisme institutionnel, je dirais. Parce que c'est exercé par les États et les médias des États. C'est quand un événement quelconque qui se produit quelque part dans la Zouad du Niger ou dans la Zouad au nord du fleuve du Niger, et même ailleurs, par rapport à l'attentat d'Inaminas en Algérie, on accuse immédiatement les Touaregs, sans chercher à comprendre. La raison, c'est quoi? C'est de les salir. Salir un mouvement d'émancipation. Salir un mouvement de libération. Le MLLA, c'est un mouvement de libération. Alger se considère partisan de tous les mouvements de libération. Il y a un mouvement de libération à côté, au sud de tes frontières. Pourquoi vous ne le soutenez pas? Pourquoi vous ne lui accordez pas les mêmes faveurs que pour le peuple du Sahara occidental? D'ailleurs, qui contribue à le casser, qui contribue à le saper, à le miner de l'intérieur et à faire échouer le combat de libération de l'Azawad. Oui, ce que j'appelle moi la haine institutionnelle, la haine exercée par les États. Exercée par les États. Parce que à la limite, être neutre, même la France, qu'il soit neutre, on s'en fout à la limite, hein, qu'il laisse le MNLA régler ses comptes avec le Mali, que l'Algérie, que l'État algérien reste dans ses frontières. Et bon, là au moins, le MNLA, les gens de l'Azawad, je pense qu'ils ont prouvé qu'ils peuvent régler leurs problèmes tout seuls. Mais vraiment, ce qui est difficile à expliquer, ce qui est difficile entre guillemets, c'est l'implication active, même très active, dans laquelle la France, c'est carrément l'opération Serval. C'est l'armée française qui a débarqué là-bas pour empêcher le MNLA, l'Azawad, d'accéder à sa souveraineté. Vous avez absolument raison d'insister sur cet aspect. La neutralité, c'est un paradigme du droit international. Ce n'est pas une insulte, au contraire. Ça ne me concerne pas, ça ne concerne pas mes frontières. Je ne m'ingère pas. Et sachant que c'est la non-ingérence dans les affaires des autres est un droit, est un dogme du droit international. Si Alger, ou Rabat, ou Tunis, ou le Niger, ou le Tchad, ou le Sénégal, ou bien sûr la France ont adopté cette position, ils n'ont pas le droit d'adopter cette position uniquement quand c'est un peuple en détresse. Quand c'est un peuple assassiné, ils n'ont pas le droit. Mais le peuple de la Zouad, il a pris les armes, il est en position de force, et donc il était agressé, il était victime de plusieurs campagnes de liquidation. Et à ce moment-là, d'ailleurs, excusez-moi, à ce moment-là, personne n'est allé à son secours. Exactement. Hein, et on n'a jamais été dans l'Azawad, hein, ou dans l'Aïr, pour sauver ou pour aider les Touaregs qui souffrent. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a quelque part deux positions qui s'opposent. Au moment où ce peuple-là, par le droit international, a besoin du soutien des pays limitrophes et la France, il n'a trouvé ni les pays limitrophes ni la France. Au moment, deuxième phase, au moment où ce pays-là a pris les armes, il a imposé donc sa volonté sur le terrain, ces pays limitrophes et la France ont trouvé l'occasion de s'ingérer. Ça, c'est une forme d'agression donc contre ce peuple et du racisme. Ça renvoie, c'est ça, sur ce deuxième volet de la haine institutionnelle vis-à-vis des Touaregs. Pourquoi? Parce que les Touaregs donnent un exemple pour eux, fâcheux, dangereux, et qui peut se propager dans l'ensemble d'Afrique du Nord. Donc il faut étouffer cette émergence de l'État de la Zouad. Regardez, Kédan,
On se relie, c'est comme un match de foot. Hier, c'était les Tchadiens. Aujourd'hui, dans la ville, c'est des Sénégalais. La ville est contrôlée par les Sénégalais, l'armée malienne, et tout autour, c'est l'armée française, et c'est l'armée française qui coordonne tout. N'oublions pas, bien évidemment, toute l'assistance logistique, matérielle, et même en termes de renseignement d'Alger. Il n'y a pas un seul État qui n'est pas impliqué. Il n'y a pas un seul État limitrophe qui n'est pas impliqué. Du Maroc, Alger, Tunis, la Libye, tout le monde est impliqué et tout le monde cherche à étouffer. D'où, bien sûr, le deuxième volet qui explique, bon, tant que ça se diffuse, et puis ça se diffuse effectivement, parce que là, il y a des gens qui sont en position un peu calme, mais il y a une forte tension. Dans la Zouad, vous le connaissez, tout le monde le connaît, c'est les armes qui s'expriment, ils vont s'exprimer. Et on l'avait dit à beaucoup d'occasions, avec Tamazra ou sur d'autres plateaux. C'est le problème, tant que la question de la Zouad, tant que la question du Touareg n'est pas réglée dans un seul sens, les gens se trompent. Ce n'est pas, les Touaregs ne demandent pas l'intendance, ils ne cherchent pas un lit en plus, ou un repas en plus, ou un médecin en plus. Ils cherchent une seule chose, c'est de prendre leur devenir en main et de vivre paisiblement comme tous les autres peuples. En union. Ça, c'est leur affaire avec l'environnement, avec les pays limitrophes. Donc, je disais, la seule demande du Touareg, c'est de prendre leur devenir en main et, bien sûr, d'accéder à une forme de souveraineté. C'est à eux de décider quelle forme totale, donc indépendance, une forme souveraine, donc, ou une forme confédérale. L'essentiel, qu'on reconnaît leur droit à l'autodétermination. Et on voit donc, si vous me permettez, on voit un certain nombre de détails qui s'exercent, la calomnie, le mépris. On appelle des gens de, je sais pas moi, il manquait uniquement des gens de Chine ou de Japon pour les faire parler sur la Zouad, sachant que le MLNA dispose des représentants en Europe, en France, un peu partout dans le monde, et qui s'expriment dans toutes les langues, en français, en arabe, en anglais, et donc on ne veut pas écouter leur point de vue. Et le danger pour ces pays limitrophes, c'est ça ce qui est un peu le deuxième aspect ou le deuxième volet de mon intervention, c'est quand les Touaregs, au-delà des Touaregs, donc les Berbères, les Amazirs, c'est des peuples pacifiques, paisibles, qui, leur histoire, leur culture, leur civilisation, acceptent facilement l'étranger. Et l'étranger, il est chez lui. Ce qui explique, dans l'histoire moderne des Amazirs, et plus particulièrement des Touaregs, qu'ils n'ont jamais été ennemis ni de la France, ni des États issus de l'époque coloniale. Les Touaregs en Algérie sont fidèles à Alger. Les Touaregs au Mali avant 63, et avant 63, j'insiste, ils étaient fidèles au royaume, au Soudan français, si vous voulez, le Sénégal et le Mali. Les Touaregs du Niger, la même chose. Les Berbères de Libye étaient toujours là, chez eux, et fidèles à pratiquement à toutes les dynasties qui ont gouverné la Libye. Le roi Snous, pas fidèle au sens fidèle à l'homme, mais fidèle au pays. Ils ne sont jamais fidèles à un homme, ils sont fidèles à leur pays, c'est parce que c'est leur pays. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Face à ce comportement, la France est en train de fabriquer des ennemis. C'est ça, fondamentalement. Elle fabrique un ennemi constamment. Les Touaregs sont accusés de tout et de n'importe quoi. Face à leur agression,
face à l'agression islamiste, face à l'agression de l'État malien, les Touaregs, au lieu de trouver et de faire appel à des puissances, y compris des puissances qui siègent au Conseil de sécurité, elles ne trouvent personne. Ni les États limitrophes, ni l'ancienne puissance coloniale. Au contraire, ils se trouvent face aux armées et aux services de renseignement de ces pays limitrophes. Le Tchad a envoyé une armée, le Niger a envoyé une armée, la France a envoyé autour de 4000 hommes. C'est une armée professionnelle de haute technologie. Ça veut dire, si on la compare à une autre armée qui utilise les hommes de troupes, c'est l'équivalent de 40 000 soldats. Mais c'est une armée de technologie et de puissance de feu. Alger ouvre son espace aérien, facilite le contact avec les notabilités fidèles à Alger. Et pourquoi? Vous croyez que les Touaregs vont pardonner cette agression? Ils ne pardonneront jamais cette agression. Forcément, face à la haine institutionnelle et la haine par le silence, face à la haine des pays limitrophes et de la puissance coloniale, ça crée un sentiment de résistance et de rejet. Les Touaregs n'accepteront plus facilement la prochaine fois la médiation d'Alger, ni celle de la France. Et la France et Alger et les autres pays limitrophes se trouveront au pied du mur. Deuxième aspect, autant les Touaregs ont dit, entre guillemets, allégeance à Alger, et c'est valable pour les autres pays, pour le Niger par exemple, cette fois-ci les Touaregs ne feront confiance à personne. Et par extension, les Amazirs ne feront pas confiance aux États nationaux, ni à la France. Quel est le choix? Quelle est la stratégie à adopter par ces États? Qu'on laisse ces peuples s'exprimer pleinement, démocratiquement, et qu'on respecte le droit international. Et justement, pour rester sur la France, est-ce que, à votre avis, on ne pourrait pas parler de lâcheté de la France vis-à-vis des Touaregs? Je m'explique. Tout à l'heure, vous avez évoqué la fidélité, en tout cas la loyauté des Touaregs. Oui. Vis-à-vis de leurs partenaires. Et vis-à-vis de la France, les Touaregs ont toujours montré une loyauté exemplaire. Et récemment, malgré toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées avec l'État français, les Touaregs, avec l'opération Serval, ils ont coopéré. C'est les seuls qui ont coopéré avec la France. Ils ont été combattus partout, par tout le monde. Il n'y avait que les Touaregs qui avaient coopéré avec eux et qui leur ont beaucoup servi. Hein, ils ont beaucoup aidé l'opération Serval. Et malgré cela, donc les Touaregs ont vraiment donné une confiance quasi totale à l'État français et à ses forces militaires qui sont présentes sur les Azawad. Comment expliquer cette attitude de la France, justement, qui a été inacceptable vis-à-vis des Touaregs, vis-à-vis du MNLA? Et notamment dans ce qui se passe actuellement à Kidal, est-ce qu'on peut la qualifier par autre chose que de la lâcheté? Est-ce que c'est digne d'un État comme la France, d'une république comme la France qui se dit nation, hein, patrie des droits de l'homme, de la liberté? Les États n'ont pas d'ego, donc les valeurs un peu psychologiques, psychanalytiques ne s'appliquent pas aux États. Moi je pense que ça ne relève pas de la lâcheté. Ça relève d'une vision stratégique, tout simplement, de ces États, de l'État français et bien sûr des États limitrophes, qui reproduisent la pensée française, quelque part, dans ce monde-là, dans notre monde. Donc, pourquoi? D'abord, il faut expliquer clairement ce que signifie, moi je dis, par excès, fidélité, mais c'est la loyauté. Le berbère, l'amazir, le touareg, dans ce cas-là, est fidèle à sa parole. Quand il donne, par écrit, par engagement, par ceci, et ici dans la tradition touareg, il vous dit rendez-vous d'ici l'année prochaine à Inaminas, ou à Kidal, ou à Gao, où vous voulez, ou même c'est valable pour les autres berbères. Rendez-vous à Tizi, rendez-vous par exemple dans n'importe quelle ville d'Afrique du Nord, il viendra. Donc c'est un serment. Mais si vous êtes en face de puissances qui n'ont pas de sentiment, qui ne respectent pas leurs propres paroles, je suis loyal,
j'ai respecté ma parole à Kidal, avant l'intervention française, pendant l'intervention française et après l'intervention française, ces États-là ne respectent pas. Parce que tout simplement, ils savent que les Touaregs, s'ils revendiquent aujourd'hui leur liberté, comme dans les autres régions de Tamazra, d'Afrique du Nord, ils revendiquent leur liberté, ça veut dire que demain, ils seront souverains. Ils seront souverains. Et donc, ils vont négocier égal à égal. L'État français face à l'État de l'Azawad, même il est petit, même il est minuscule, même il est entre guillemets, dans le désert. Il discutera avec la France égal à égal. Et ça, la France n'acceptera pas. La France veut des États sous tutelle. L'État malien est un État sous tutelle. Le Niger est un État sous tutelle. Le Maroc est un État sous tutelle. La Libye d'aujourd'hui et la Libye d'hier sous tutelle. Alger, elle est dans son histoire depuis 5 siècles sous tutelle. Donc ces États, les États où la gouvernance sous tutelle arrange les grandes puissances, bien sûr dans notre région, arrange la France. Et donc ils ne veulent pas d'identité ou de souveraineté amazigh, d'un État amazigh souverain. Donc ce n'est pas une lâcheté, ça paraît, dans l'apparence c'est une lâcheté, mais le fond de la mécanique, c'est que vous êtes libre, donc ça n'arrange pas de travailler. Donc je fais tout pour que vous n'accédez pas à la liberté. C'est du pragmatisme. C'est du pragmatisme stratégique d'un État. Et d'où, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas. Les Touaregs ont compris ça. Et je pense que d'autres communautés ou peuples berbères de cette région commencent à comprendre ça. En réalité, il n'y a pas de reproche à faire à la France. Il y a des ripostes à faire à la France. Donc il s'agit aujourd'hui, il est urgent pour les Mazières, là où ils sont, de changer de stratégie et de rompre avec leur loyauté. Oui. Il n'est plus question d'être loyal. La loyauté, elle s'exerce vis-à-vis des hommes et des femmes. Elle ne s'exerce pas autour des souverainetés. Vous êtes loyal à un État. L'État n'a pas d'âme, n'a pas de sentiments. L'État a des intérêts. Et quels sont les intérêts des Amazirs? C'est aujourd'hui les intérêts des Amazirs, c'est l'accès à la souveraineté. Et une fois qu'ils ont la souveraineté, ils peuvent négocier. Mais quand ils n'ont pas cette souveraineté qui les protège, ils ne peuvent pas négocier. Et donc le problème n'est pas un problème de sentiment, c'est un problème d'intérêt. C'est à eux, aux Touaregs, ou les biens, ou à tous les berbères d'Afrique noire, de penser ainsi. Sur ces belles paroles, on va peut-être finir pour aujourd'hui, oui. Mais ce n'est qu'un premier rendez-vous de cette année universitaire. On aura certainement, notamment vu l'actualité, on aura certainement d'autres rendez-vous dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, autour de toutes ces questions qui nous préoccupent, qui préoccupent le monde amazigh. Encore une fois, merci à vous. مساء كل انت نري ورهي جرود تكو انت شمر يا ضو تندني شمر بعد التفوق يا ضو تندني شمر بعد التفوق مساء كل انت نري ورهي جرود تكو انت شمر يا ضو تندني شمر بعد التفوق شمر يا ضو تندني شمر بعد التفوق يا غادق لغريت ضو تفوق لو تنريت ملت تجروتي غف تكون ريت ملت تجروتي غف تكون مساء كل انت نري ورهي جرود تكو انت شمر يا ضو تندني شمر بعد التفوق شمر يا ضو تندني شمر بعد التفوق ضغانا دغوغ نسانا كان بتروح سنغديها لنا ما نطوق سنغديها لنا